du monde arabe pour améliorer un peu les prestations du monde entier sous un monde un peu plus amélioré. On a attaqué la Libye, l'Égypte et la Tunisie ont échappé à la règle, pour la bonne raison que lorsqu'on a initié le printemps arabe, le Qatar a été mandaté par l'Arabie Saoudite pour mener cette guerre parce qu'il voulait jouer derrière la scène, l'Arabie Saoudite, pour tirer les ficelles. Ivre de sa gloire et de son succès, le Qatar a été outrepassé sa puissance, il a financé les frères musulmans et ils ont démoli Moubarak qui était l'allié des Saoudiens. Les Saoudiens disent, ils sont fous ceux-là. Ils me mettent un islamiste alors qu'on essaie de blanchir notre image en disant on n'a plus rien à voir avec les terroristes des frères musulmans qui sont à l'origine des raids du 11 septembre. Donc, les problèmes, il a fallu absolument changer de cap. On a essayé de récupérer l'Égypte et la Tunisie en attaquant la Syrie et la Libye. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. La Syrie et la Libye sont deux pays au monde qui étaient sans endettement extérieur. La France a un endettement équivalent à ça, 97% de son PIB. La France a un endettement, vous vérifiez, cherchez. 97% de son PIB, la France, son endettement. La Libye, zéro endettement. Elle avait un placement de capitaux de 500 milliards de dollars dans les banques européennes. Elle n'a plus rien récupéré. C'est du bénéfice pour le capitalisme occidental. La Syrie était sans endettement extérieur. On a tapé la Syrie et la Libye parce que ce sont deux pays sous influence russe et qui sont producteurs de pétrole. Et on avait auparavant, un an auparavant, démantelé le Soudan parce que c'était un ravitailleur du pétrole à la Chine. Donc on a voulu étrangler les pays du BRICS naissants sous couvert de démocratie. Bien, tout le monde a été dans l'euphorie, on a détruit la Libye, mais la révolution s'est étendue à Bahreïn. Je me rappelle très bien, Bahreïn, la révolte a éclaté le 15 février 2011. C'est la date anniversaire ou commémorative de l'assassinat de Rafiq Hariri. À l'époque, j'étais à Paris et j'entends dire, parmi les, vous savez, les briefing off où on ne vous dit pas tout, mais vous devez prendre ça sur vous sans dire qu'on vous a téléphoné cette analyse-là. Il dit qu'il faut faire refluer la révolution des rives pétrolières du Golfe vers la Méditerranée. Et c'est comme ça que Bahreïn a échappé à la révolution, parce Bahreïn est gouverné par une dynastie sunnite qui représente les sunnites 20% de la population de Bahreïn, alors que les chiites sont 80%. Quand ils réclament des droits égaux en matière de droits civils, parce que les chiites, en matière d'héritage, la femme et l'homme ont des parts égales, alors que les sunnites, l'homme a 2 parts et la femme une demi-part, ils ont voulu l'application de leurs droits coutumiers. On a dit, c'est de la subversion, vous êtes manipulé par l'Iran. L'Amérique est intervenue, l'Arabie Saoudite est intervenue avec un bataillon d'1 millier de soldats, sans autorisation de l'ONU, et la France a proposé, et l'a vendu, comme en Tunisie, un matériel de maintien de la démocratie. L'expression, les Français vendent de matériel de répression en Manama comme au Yémen, un matériel de maintien de la démocratie. C'est-à-dire, plus tu massacres, l'apparence de démocratie. On a donc attaqué ces deux pays-là, puis les choses ont évolué. On a vu que ce n'était pas une lutte contre la démocratie, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, 200 000 djihadistes. Ces malades, au lieu de se contenter d'être exemplaires dans leur combat, ils ont porté la guerre contre leur soutien, le Charlie Hebdo. Mais la France était le meilleur soutien de l'intervention en Syrie. Elle a été sévèrement touchée, non seulement Charlie Hebdo, mais le Bataclan. Et les autres pays pareil. L'Amérique a été touchée, la Belgique a été touchée. Donc on s'est parlé à un moment donné, il y avait un cafouillage. Mais le problème c'est que les Occidentaux ne peuvent pas s'avouer vaincus. Mais alors que désormais, non seulement il y a une reconfiguration régionale qui se prépare, la Turquie, membre de l'OTAN, qui était l'allié privilégié de l'Israël avec lequel il avait des alliances stratégiques, s'est démarqué. D'abord, ils ont des relations froides avec Israël, alors qu'ils prenaient en tenaille la Syrie. Il y avait Israël au sud et la Turquie au nord. La Syrie bougeait peu, elle ne pouvait pas beaucoup bouger. On l'étranglait. Sans compter la Jordanie. Chacun sait que la dynastie hachémite, c'est l'allié souterrain des Israéliens. Donc, elle avait une triangulation qui l'immobilisait parfaitement. Et donc, il était facile d'ironiser sur
l'immobilisme de la Syrie alors qu'elle est étranglée. Il y a déjà ce qui arrive après 8 ans de guerre en Syrie, il y a une prise de distance stratégique de la Turquie par rapport à l'OTAN, dont elle est membre fondateur, dont elle est l'unique membre musulman, membre de cette alliance atlantique, alors qu'elle ne fait pas partie de l'océan Atlantique, alors qu'on lui refuse l'accès à l'Europe, alors qu'elle est une partie européenne. C'est ça les incohérences de la diplomatie occidentale. Il y a un rapprochement stratégique par l'acquisition de missiles de fabrication soviétique pour la défense de son espace aérien et que les missiles S-400 peuvent détecter la technologie faite dans les derniers avions dernier cri de l'aviation américaine, les F-35. Il y a une prise de distance, il y a un rapprochement stratégique entre l'Iran et la Turquie sous le cadre de ce qu'on appelle le triangle d'Astana pour le règlement des conflits du Moyen-Orient. Le règlement du conflit du Moyen-Orient se font actuellement, les grands progrès se font par un triumvirat gouverné par la Russie, l'Iran et la Turquie. Le monde arabe, son sort est décidé par des puissances régionales voisines, mais non arabes. Une puissance sunnite, la Turquie, une puissance sunnite, l'Iran et la Russie. Il n'y a aucun pays arabe, alors qu'ils sont le champ de bataille principal, alors qu'ils ont les ressources de leur puissance, alors que l'Arabie saoudite a dépensé en 2 ans 50 milliards de dollars pour son armement. Elle n'arrive pas à vaincre une bande de guerriers dont elle a déclaré une guerre d'agression depuis 5 ans avec l'aide de la coalition de 7 pays arabes, 1000 aviateurs mercenaires recrutés à prix d'or sur les marchés étrangers, dont des Français, dont des Pakistanais, et des mercenaires de la Blackwater, l'organisation de la compagnie militaire privée qui s'est distinguée en Irak. On est là. Le monde arabe, son avenir est en train de se redessiner, tantôt par le pacte Israël, Trump, Netanyahou, mais toujours en l'absence de décideurs arabes. Pourtant, l'ensemble arabe comporte 480 millions de personnes, 3 grandes voies de navigation internationale, 30 millions de barils de pétrole par jour, 600 000 missiles balistiques dirigés vers l'Europe. Mais on n'a pas voix au chapitre. On a 600 000 missiles balistiques dirigés vers l'Europe. La Russie à elle seule, la Syrie à elle seule a déjà 400 000. Le Hezbollah a une inconnue, on sait, mais il a apporté la preuve qu'il pouvait. L'Irak en a, en moindre. L'Algérie en a 100 000, le Maroc 40 000. L'Arabie saoudite, ça ne sert à rien, elle a les armes les plus perfectionnées, mais c'est des manchots, ils ne servent à rien. Le monde arabe, avec tout ce potentiel-là, était sous domination encore pire que dans l'époque coloniale. Sur ces entrefaites, arrive Trump, avec son administration néoconservatrice. Il a dit, moi, je vais marquer l'histoire. Et donc, avec son lobby qui a financé sa campagne, qui sont des philanthropes, non pas pro-israéliens ou juifs, mais philo-sionistes. Ils sont persuadés de la réalisation. Il y a Paul Singer, le fondateur des fonds vautours. Vous avez entendu parler des fonds vautours? Ils achètent les dettes des pays du tiers-monde à bas prix. Le Nigeria, l'Argentine, il a commencé par l'Argentine. L'Argentine était au bord de la faillite. Il a acheté toute sa dette. Elle avait 17 milliards de dollars de dette, il l'a acheté pour 1 milliard. Et après, il exige de l'Argentine, en fonction de son redressement économique, le remboursement intégral de sa dette. C'est du bénéfice. Il achète 1 milliard, il la revend à 17 milliards. Paul Singer, c'est un des financiers de la campagne. Il y a Sheldon Adelson, le propriétaire des plus grands casinos des États-Unis, c'est le deuxième financier, et David Friedman, l'ambassadeur américain en Israël, mais qui est beaucoup plus l'ambassadeur d'Israël auprès de l'administration américaine. Et avec Jared Kushner, qui est un membre important du lobby juif américain, ils ont concocté cette transaction du siècle, c'est-à-dire le bradage à bas prix de la question palestinienne. On en a lancé le volet économique en Manama en juin dernier, et le volet politique va être lancé dans la foulée des élections israéliennes. On devait les faire dans la foulée des élections israéliennes, mais le problème, c'est qu'au moment des élections israéliennes, Benjamin Netanyahou a été élu, mais n'a pas eu assez de marge pour pouvoir former un gouvernement
à sa dévotion. Donc il a fallu qu'ils négocient une coalition, ça n'est pas marché. Ils ont redistribué les cartes et les élections auront lieu dans 5 jours, le 17 septembre. Avec cette menace, cette fois-ci, le président israélien lui a dit « Tu réussis, si tu as réussi, tu as une bonne marche, tu constitues ton gouvernement. Si tu dois faire des tractations pour un gouvernement de coalition, je te donne 30 jours. Si tu ne peux pas, je désigne d'autorité un nouveau personne avec mission de faire un gouvernement de coalition où toi tu seras exclu dans l'histoire. Ce sera catastrophique pour Israël et Donald Trump. Pourquoi? Benjamin Netanyahu a multiplié les gestes en vue de sa réélection. Il vient d'annoncer qu'il va annexer la vallée du Jourdain en cas de réélection. En fait, il va troquer un marchandage. Il va annexer la Cisjordanie avec la caution américaine. On n'en est plus dans le problème du droit international. C'est que le problème dans cette affaire-là, selon la jurisprudence Emmanuel Macron, on va critiquer Israël, c'est de l'antisionisme. Et critiquant Israël, devenant antisioniste, on devient antisémite. En devenant antisémite, on devient anti-français, puis révisionniste, puis négationniste, puis après, on termine mieux que Yann Moix, mais pire que Dieudonné. Or, c'est pas vrai. Le monsieur viole le droit international. Il a annexé le Golan au mépris du droit international. Il a annexé Jérusalem. On a transféré l'ambassade américaine vers Jérusalem. On va annexer le... Pourquoi? Netanyahou fait des promesses de campagne. Parce que s'il est élu, la première chose qu'il va faire, il va troquer devant l'opinion. J'annexe, mais vous votez une loi d'amnistie. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple français. Netanyahou, tout ce qui est mauvais, il prend l'exemple français. Après, il fait un chantage. L'exemple français, c'est que le président de la République ne peut pas être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. Chirac a été poursuivi pour frais de bouche, les taxations des marchés d'Île-de-France. Il a joué, il a jonglé, il a sacrifié Tibéri, il a sacrifié Juppé. Et en fin de compte, à la fin de son mandat, le lendemain, le juge est venu le convoquer, il a été condamné. Ce sera le premier président français depuis Pétain à être condamné. Quand on commet une infraction, il vaut mieux avouer et payer. Au lieu de jongler, c'est comme Ferrand actuellement. Netanyahou, je vais leur dire, vous aurez la Cisjordanie, le vallée du Jourdain, pas la Cisjordanie. Il ne restera plus que 10% de l'ensemble de la Palestine, il ne restera plus que 10%. Ramallah et un peu Naplouse. Stop. Mais en échange, vous allez voter la loi de la jurisprudence française. Donc moi, élu pour 5 ans, je vais échapper à la justice. Et d'ici là, je changerai les juges à la Cour suprême, je ferai des magouilles, je m'en sortirai définitivement. C'est en train de se jouer à ce niveau-là. La survie politique d'une personne véreuse et corrompue et belliciste contre la stabilité régionale et la sécurité d'Israël. Parce qu'entre-temps, tout le monde n'est pas passif. Il a mobilisé l'administration américaine, ils se sont retirés de l'accord nucléaire, il a poussé les Américains à bombarder l'Iran, ça n'a pas été fait, il avait tenté en 2012, ça n'a pas marché parce qu'Obama n'a pas voulu. Là, il avait avec lui John Bolton, l'ultra-faucon, donc il a dit ça allait marcher, il a avancé dans cette voie, mais coup sur coup, Jason Greenblatt, l'émissaire américain, l'avocat pour le contentieux immobilier de Donald Trump, c'est-à-dire aucune notion de diplomatie. C'est un affairiste qui fait des magouilles, j'achète, je vends, qui était chargé de concocter, de prendre contact avec les pays arabes pour les amener à accepter ce plan de paix, a démissionné le 10 septembre. C'est une divine surprise. Le 10 septembre, Jason Greenblatt a démissionné. Le 8 septembre. Le 10 septembre, Donald Trump a évincé de son poste John Bolton, l'ultra-faucon, qui avait voulu faire la guerre à la Corée du Nord. Il n'a pas réussi. La guerre au Venezuela, il n'a pas réussi. La guerre en Iran, il n'a pas réussi. Et son plan de paix n'a pas réussi. John Bolton. Il faut avoir une lecture diachronique de l'actualité internationale pour ne pas être abusé. Sinon, vous allez être victime du syndrome de Christophe Barbier. Il vous fait des thèmes et Jean-Paul Apathy. Vous abreuve vous êtes perdu. Bolton a été démissionné le 10 septembre, le jour de la fête chiite d'Al-Rashura.
le martyre de Hassan et Hussein dans la tradition, dans la religion musulmane, dans le récit musulman, mais c'est aussi les petits-fils du prophète dont se revendiquent les chiites. C'est-à-dire, c'est un cadeau indirect à l'Iran et au Hezbollah qui venait ce jour-là d'abattre un avion, un drone israélien. Le jour où Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il allait annexer la vallée du Jourdain et que ce jour-là, Hezbollah a démoli un drone israélien qui avait franchi l'espace aérien libanais et qu'il avait tenu sa promesse, le Hamas, après une période d'égarement due au printemps arabe où il a été se rejoindre au Qatar et qui maintenant on lui a tiré les oreilles, il est revenu sur le droit chemin, a tiré un missile sur Ashdod où se tenait le meeting de Benjamin Netanyahu, où il a annoncé sa volonté d'annexer la vallée du Jourdain. Un missile. Le chef de la puissance atomique majeure du tiers-monde, Benjamin Netanyahu, la première puissance militaire du tiers-monde, l'un des meilleurs services de renseignement du monde, Benjamin Netanyahu a quitté la tribune, il a été se réfugier dans les sous-sols. Le chef, alors qu'il a un dôme d'acier que l'Amérique lui a offert d'1 milliard de dollars avec des missiles Patriot, un missile de fabrication artisanale en sous-sol. Entre-temps, l'Iran a fait arriver le pétrolier arraisonné à Gibraltar, en Syrie, à Tartous, et l'a déchargé sa cargaison. Donc, elle a giflé la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'Amérique. Elle a fait venir le pétrole en Syrie. Pourquoi? Parce que l'Amérique veut étrangler la Syrie. Elle veut étrangler la Syrie pendant encore 2 ans jusqu'aux prochaines élections. Et lorsqu'aux prochaines élections présidentielles, l'Amérique va injecter de l'argent dans les réfugiés syriens de la diaspora qui sont en Syrie, en Jordanie, au Liban, en Turquie, une quinzaine de milliers de personnes, plus ceux qui sont en Allemagne et en France, et il va leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils votent anti-Bush. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire avec la guerre, elle va le faire avec la corruption et le chantage à la famille. C'est exactement pour ça qu'il y a le blocus. On arrive à ces entrefaites-là. Donc, il y a les principaux artisans de cette transaction du siècle n'ont pas eu lieu. On est à 5 jours des élections. Et entre-temps, l'Iran a enregistré des victoires, modifiant la psychologie générale de la région, et le Hezbollah aussi. Et contrairement à ce qu'on pense, lorsque l'Amérique a voulu répliquer en encourageant l'Inde à annexer le Cachemire, parce qu'ils avaient échoué, les Pakistanais à faire pression, enfin les Pakistanais n'ont pas voulu faire pression sur les talibans pour faire des concessions à l'Amérique à la veille du 11 septembre pour signer un traité de paix qui aurait valorisé ses chances électorales, et qu'on a multiplié les incidents à Hong Kong pour affaiblir la Chine, très bonnement, sachez-le, il y a 2 jours, a annoncé qu'elle va investir dans l'année prochaine, dans les 2 prochaines années, 280 milliards de dollars pour moderniser l'industrie pétrolière iranienne. La Chine a besoin de 5 millions de barils par jour de pétrole, autant que l'Union européenne. Toute l'Europe européenne. Elle a besoin, elle seule. Elle achète quotidiennement de l'Iran, il y a quelques années, 400 000 barils par jour. Pour des raisons de stratégie, elle achetait un peu en Libye, un peu au Soudan, pour avoir des relations cordiales avec les pays du voisinage, un peu en Nigeria, et maintenant elle va concentrer beaucoup. C'est-à-dire que le blocus économique de l'Iran va tomber à l'eau avec un investissement de 280 millions de dollars. La France, malgré toutes ses ventes d'armes, le maximum, elle a vendu pour 20 milliards cette année. 280 milliards de dollars, rien que pour le pétrole. Elle a investi 50 milliards de dollars, 50 milliards pour le port de Gawar, pour que le pétrole iranien aille au port de Gawar, et ensuite on l'achemine vers l'oléoduc, vers la Chine. Ça économisera 15 jours de trajet, les pétroliers à travers les mers, et les aléas des infractions maritimes et tout ça. Non plus que ça. La Chine, il y a 2 jours, consultez Wikipédia, a offert d'acheter la London Stock Exchange, la bourse de Londres, la deuxième bourse financière la plus importante du monde. La Chine veut que Hong Kong, la bourse de Hong Kong, c'est la réplique aux manifestations, achète la bourse pour 33 milliards de dollars cash. Ça a fait un tremblement de terre. La Chine est capable d'acheter d'un seul coup, sans paiement de délai, en liquide,
La deuxième bourse la plus importante, la bourse de l'Empire britannique, celle qui a régi les mondes pendant 5 siècles. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. L'Amérique a fait des guerres, elle a consacré 3 000 milliards de dollars, 3 trillions de dollars, 3 000 milliards à la guerre d'Afghanistan. En tout et pour tout, dans les 7 000 milliards de dollars, les guerres d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie et de Libye, ainsi de suite. Et là, pour financer, non pas l'impôt, parce qu'elle ne veut pas toucher aux riches, ni Bush, ni Reagan, ni Trump, elle a utilisé la planche à billets, les bons du Trésor. Qui sont les plus grands détenteurs des bons du Trésor? Il y a la Chine, qui détient 2 500 000 milliards, 2 trillions 500 milliards de dollars. C'est énorme. Ensuite, il y a le Japon, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Chacun 1500 milliards de dollars. Pas 1500 milliards, 1500 000 milliards de dollars. 1 trillion 500 milliards de dollars. Mais l'argent, le bon de trésor détenu par la Chine, l'Amérique lui paye chaque année 50 milliards de dollars d'intérêts. La France est endettée aussi. Elle a 97% de son PIB endettement. La France paye chaque année 50 milliards d'euros de dette. Lorsqu'il y a eu le crash boursier à New York, la capitalisation boursière française perdue avec Madoff, les investissements, c'est 180 milliards d'euros qui sont perdus en une seule journée. La bourse générale du monde, ça a été 225 000 milliards. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas 225 milliards, 225 000 milliards. On aurait reconstruit tous les pays sinistrés, éradiqué l'analphabétisation, les pandémies, les épidémies, multiplier les addictions d'eau, résorber le déficit social, calmer la gilet jaune, on aurait eu le paradis sur terre. On a renfloué les économies défaillantes avec des crédits publics. La France, qui est un pays libéral maintenant, mais toutes les banques qui ont eu souffert, on les a injecté de l'argent parce qu'on ne voulait pas avoir le spectre de Munich, et l'Amérique aussi, contrairement au principe de la libre entreprise. On arrive à cette situation-là. Les Arabes détiennent sur l'Amérique, entre l'Arabie Saoudite et le Koweït, dans les 2000 milliards de dollars de bons de trésor. Et ils reçoivent des intérêts, mais ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont tellement engagés dans une lutte marginale créée par eux et par leurs alliés américains. Je vous dis, quand il y a des campagnes stratégiques, ce n'est jamais le effet du hasard. Quand vous avez un événement, sachez qui le sort, pourquoi il le sort maintenant. Vous comprendrez pourquoi la suite. Les guerres chiites, sunnites, ce n'est pas un hasard. Lorsque, au bout de 30 ans, l'Iran a résisté à blocus américain, parce que le blocus américain il date depuis 1980, c'est pas nouveau. Mais lorsque l'Amérique a envahi l'Irak pour dégager Israël de toutes les contraintes, on avait fait un traité de paix avec l'Égypte, on a neutralisé l'Égypte. On a fait un traité de paix avec la Jordanie, ça faisait 2 pays du bassin historique de la Palestine qui étaient neutralisés par la guerre. Donc, on a déstabilisé le Liban. En 1982, on a fait l'invasion du Liban, on a voulu mettre un président falangiste, ça n'a pas marché. On a fait un traité de paix, il y a eu un soulèvement populaire, on l'a cassé, ils sont restés. On a fait une guerre de libération populaire. Et le Liban, on vous l'annonce, ici, sans fanfaterie, sans chauvinisme, est le seul pays au monde à avoir obtenu le retrait israélien sans négociation ni traité de paix. C'est le seul qui a cassé un traité de paix international du fait d'un soulèvement populaire. De sorte que Beyrouth exerce sur l'Israël, la première puissance militaire du tiers-monde, la puissance atomique. Beyrouth, vous le dites à un Israélien, il vomit, il a un traumatisme crânien. Beyrouth exerce sur Israël une fonction traumatique comparable à ce Vietnam par rapport aux États-Unis. Je vous le dis, je vais souvent à Beyrouth et je ne suis pas chauviniste libanais. Le hasard de la naissance a voulu que je sois libanais, mais j'ai une vision un peu assez spectrale de l'actualité parce que d'abord, je suis né en Afrique, je suis de culture française, je suis un Français de synthèse culturelle, j'ai un multiculturalisme. C'est une meilleure façon de voir les choses parce qu'un homme doté d'une seule culture est un homme de culture hémiplégique, alors que quand on a plusieurs cultures, on a une vision un peu plus panoramique des choses.
C'est peut-être un inconvénient d'être stigmatisé de ces origines, mais c'est aussi un avantage. Je revendique ma pluralité. On arrive à cette situation-là que les choses sont en train de changer. Le camp de la force, l'Amérique quand même est encore présente par Israël, au Moyen-Orient, elle est présente par l'Arabie Saoudite, la puissance financière majeure, ses bases dans toute la région, la servilité des uns, mais elle n'arrive pas à créer la différence. On arrive à un moment charnière, là, now. Le 17, il y aura une élection où il gagne. Et il y aura une épreuve de force douloureuse. Mais je ne suis pas sûr, personnellement, mais c'est un avis personnel, je ne suis pas sûr qu'après s'être débarrassé de Jason, Greenblatt, l'émissaire pour le Moyen-Orient, et Bolton, et qu'on confie le dossier du Moyen-Orient à Avi Berkovitch, un homme de 30 ans, qui était l'office boy de Jared Kushner, le go-between entre Jared Kushner et son beau-père. Il allait, tu lui donnes ça, ce papier, tu offres le café, n'oublie pas le baguette, le croissant, c'est tout. Il a 30 ans, il va régler un contentieux de 100 ans, que beaucoup de diplomates se sont cassés les dents là-dessus, je doute fort. On en est dans 5 jours, je regrette, si on avait fait l'interview, le colloque le 18 septembre, j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour vous parler, mais c'est pas grave. Vous avez initié une réflexion, on va la poursuivre au fur et à mesure que les choses se développent. Vous pourrez consulter mes sites, moi je développe sur la transaction du siècle. J'aurai des révélations à faire avec des documents à l'appui. Comment ce machin a été concocté, un papier daté du 1er novembre et un autre du 5 novembre. Entre-temps, vous aurez une réunion. Vous savez qu'en Arabie Saoudite a charcuté un journaliste en Istanbul, il y a un an, le 2 octobre.